Bienvenue sur Ici Éco. Le Conseil des ministres s'est réuni mardi passé sous la présidence du Premier ministre sortant Najib Mikati. L'avant-projet du budget pour l'exercice 2024 que le ministère des Finances a préparé et transmis fin août a été examiné, approuvé et envoyé au Parlement pour être entériné. La réunion du mardi a été largement dominée par la taille du déficit public qui serait d'environ 10% des dépenses publiques. En effet, avant les discussions, celle-ci était estimée à 14%, mais certaines redevances ont été ajustées, ce qui l'a baissé. Il serait de moins de 30 000 milliards de livres libanaises. Dans le projet du budget 2023, tel qu'il a récemment été approuvé par le cabinet, ce déficit s'élevait à 24%. D'autre part, le gouvernement a décidé de dépêcher à Damas une commission ministérielle présidée par le ministre sortant des Affaires étrangères, Abdallah Bouhabib, pour discuter avec les autorités syriennes du problème que pose le flux incessant des migrants syriens vers le Liban et du dossier plus général du retour des réfugiés. Au niveau politique et lors de son déplacement au Liban, en tant qu'envoyé spécial du président français pour le Liban, Jean-Yves Le Drian s'est entretenu avec plusieurs représentants de l'ensemble des forces libanaises. Face à l'urgence de l'impasse politique, M. Le Drian avait proposé d'inviter ces forces à une rencontre destinée à dégager un consensus sur les enjeux et le chantier prioritaire que devrait mener le futur président de la République et en conséquence les qualités nécessaires pour les relever. M. Le Drian a déclaré être venu au Liban pour poursuivre sa mission. Il a espéré que l'initiative annoncée par le chef du Parlement, Nabih Berri, constitue le début d'une solution. Durant cet épisode, nous nous pencherons sur la loi du budget 2024 qui a été approuvée en Conseil des ministres, ainsi que sur la troisième visite de l'envoyé français Jean-Yves Le Drian avec Pierre Bourassi, qui est député des forces libanaises. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Merci, cher Maurice. Je commence directement par M. Le Drian. Oui. Jean-Yves Le Drian a espéré qu'une initiative annoncée par le chef du Parlement, Nabih Berri, constitue le début d'une solution. On rappelle ici que M. Berri avait appelé le 31 août à un dialogue de 7 jours durant le mois de septembre, au terme desquels des séances parlementaires successives seront tenues jusqu'à l'élection d'un président de la République. Par ailleurs, M. Berri aussi a dit que c'est la seule solution pour pouvoir sortir de la crise et ceux qui veulent l'intérêt du Liban doivent assister. Donc, vous êtes contre l'intérêt du Liban? On ne peut pas mesurer nos positions en fonction des approches des uns et des autres. Nous avons notre vision de l'intérêt national et nous avons toute l'intention de défendre cette notion, cette approche de l'intérêt suprême de la nation. Quant à M. Le Drian, lui-même, la France, le groupe de 5 sont remerciés pour l'effort qu'ils font, mais en même temps, il s'agit de, comme j'ai dit, de l'intérêt de la nation et on ne peut pas nous baser dans notre approche sur des initiatives qui viennent de l'étranger. Si ces initiatives rejoignent notre vision de la situation politique dans le pays, tant mieux. Si elles ne correspondent pas à notre vision, on va forcément s'y opposer et c'est notre droit, je dirais même c'est notre devoir. Vous avez bien refusé de répondre aussi aux questions qui ont été envoyées par M. Le Drian durant les dernières semaines en ce qui concerne donc les qualités du nouveau président, etc. Vous avez bien rencontré le président du Parti des forces libanaises, Samir Geagea, a bien rencontré aussi Le Drian. Quelle est votre position? Notre position, en fait, c'est que M. Le Drian est un facilitateur. Pour l'instant, on va le voir tout à l'heure, il n'est pas porteur d'une initiative. Il a le rôle de facilitateur. C'est lui qui le dit, ce n'est pas moi. Par contre, l'initiative de M. Berri, elle est claire. Nous avons donné notre position là-dessus. Elle ne correspond pas du tout à notre approche. Ce que nous voulons en tant que parti des forces libanaises, c'est de respecter la Constitution et les lois et de faire des élections, alors que le dialogue auquel appelle le président Berri n'a aucune place sur la scène politique, parce que ça, c'est du jamais vu de l'histoire des démocraties parlementaires. Quand on arrive à une échéance électorale, on commence
à se concerter, c'est tuer l'esprit démocratique du Liban, et je dirais plus, c'est étrangler l'espace de liberté du Liban, parce que on se refuge, on a un refuge en dehors de la Constitution, et tout ce qui est en dehors de la Constitution, de un, est contre les libertés, et de deux, c'est infini. Mais M. Belli vous a promis qu'il y aura des séances parlementaires successives jusqu'à élire un président de la République, si vous allez assister à ce dialogue. Oui, mais qu'il appelle à des sessions électorales successives, et on ne voit pas en quoi le dialogue peut se substituer aux élections et au respect de la Constitution. Ça, c'est de un. De deux, M. Le Drian a souhaité qu'on réponde à un questionnaire, et on a pris une position très claire, avec tout le respect qu'on lui doit, et tout le respect qu'on doit à l'instance qu'il a nommée, c'est-à-dire le président Macron, mais on a répondu clairement, c'est du jamais vu, ce n'est pas dans les pratiques diplomatiques entre les pays, et de deux, on refuse de répondre à ce questionnaire. Et, mais donc, vous voulez dire aujourd'hui que vous n'allez pas assister au dialogue, certainement, même si ce dialogue a été aussi, soi-disant, peut constituer une certaine sortie de cette impasse politique, parce que pour vous, ce n'est pas la solution. Il faut partir directement aujourd'hui pour élire un président avec des sessions ouvertes, et ça commence par là. Exact. Qu'on aille dans le cadre de la Constitution. Comme je l'ai dit, du moment où on sort du cadre de la Constitution, on ouvre les possibilités à l'infini, mais en dehors du respect de la Constitution. Et tout ce qui sort du cadre de la Constitution, c'est particulièrement dangereux. Et je vais juste signaler un point. Pourquoi le président Berry parle de cela aujourd'hui? Ça fait un an presque qu'il a une vacance à la tête du pouvoir. Et pourquoi il lance cette initiative aujourd'hui en se disant, quel que soit le résultat, qu'on aille à des élections? Répondez-moi, pourquoi? Je n'en sais rien. Et à mon avis, le président Berry ne se met pas tout seul dans une position d'échec. C'est-à-dire, il a assez d'expérience pour qu'il ne fasse pas ce pas-là politiquement sans qu'il n'en maîtrise la solution et le résultat. Est-ce qu'il craint des sanctions américaines, peut-être? On l'a entendu, je ne sais pas. On l'a entendu, je ne sais pas. Monsieur Borra, c'est dire dialogue aujourd'hui. C'est remettre en question la structure, c'est remettre en question le système, c'est ouvrir toutes les portes aujourd'hui. Quel Liban, quel nouveau Liban? Vous avez peur de ça? Pas du tout. On souhaite que tout soit mis sur la table. Même l'amendement de la Constitution, même... On verra ce qu'il faut faire, mais le système ne fonctionne plus. Très clairement. Il faut avouer que le système a explosé. Il ne fonctionne plus. Ça peut être à cause d'une partie de la classe politique, c'est ce qu'on croit nous-mêmes. On est très sceptique sur la possibilité de demander la Constitution parce que le pays n'est pas libre. Il y a une pression du Hezbollah particulièrement qu'il exerce sur toute la classe politique et sur tout le pays, qui a mené le pays à une catastrophe. Il y a une deuxième... un deuxième élément qui est particulièrement dangereux pour la vie parlementaire, c'est que celui qui est censé être le garant du fonctionnement parlementaire, c'est-à-dire le président Berry, est celui qui ferme les portes du Parlement. Et je vais citer très rapidement le fait que au 5e alinéa des prérogatives du président de la Chambre, c'est 1. Et il parle au nom du Parlement. 2, il préside les séances. 3, il s'assure de la sécurité au sein du Parlement. Et 4, il fait en sorte que la Constitution et les lois soient respectées. Alors, vous rendez M. Berry responsable aujourd'hui de la crise? Bien sûr, et une aussi... partie de la crise, évidemment. Évidemment, parce que d'abord, dans l'absolu, il n'y a pas de pouvoir sans texte. Ça ne peut pas exister. Un pouvoir émane d'un texte. Alors, dites-moi dans ce texte, qui est le seul à aborder les prérogatives du président de la Chambre, les 4 éléments, il n'y en a pas un seul, il n'y a pas une ligne dans toute la Constitution et le règlement interne du Parlement qui dit que le président Berry peut fermer le Parlement. Alors, il est en dehors de ses prérogatives, sauf si on dit que le président Berry est chiite
il représente la communauté chiite, il fait ce qu'il veut. Ben, en même temps, il faut dire que le Premier ministre est sunnite, il représente les sunnites, alors il fait ce qu'il veut. Et si on a un président de la République, il est maronite, il représente les chrétiens, il fait ce qu'il veut. Ça ne peut en aucun cas fonctionner comme ça, certainement, en dehors des textes, principalement la Constitution et en l'occurrence également les lois. Si on va aborder le sujet dans cette approche-là que le président Berry impose aux autres, jetons les constitutions au feu, jetons les lois au feu, et on vit dans une sorte de loya jarga. Le Liban, grâce à l'espace de liberté, je dirais malheureusement qu'il avait, hein, il a eu... on a bien vu avec la liberté d'expression, avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec certaines ministres. Mais dans les années 50, 60, 70, il a eu, grâce à cet espace de liberté, la démocratie, la prospérité, la culture, l'ouverture au monde, et tout ça, l'éducation, l'hospitalisation, etc., tout ce qui est lié à la santé, tout cela est le résultat du fait qu'il y a un espace de liberté dans le pays. Du moment où on a étranglé l'espace de liberté, exactement... C'était planifié ? Je ne sais pas, mais à mon avis... c'est par conscience ou par ignorance, vous pensez ? À mon avis, les deux, parce que du moment où on étrangle cet espace de liberté, tous ces avantages dont jouissait le Liban dans cette partie du monde vont s'écrouler. Et quand ils s'écroulent pour tout le monde. Hein, ne croyez pas que les chiites vont s'en sortir, ou les sunnites, ou les chrétiens, ou les druzes. Quand la liberté est étouffée au Liban, le Liban est étouffé et ça va porter atteinte à toutes les composantes libanaises, qu'elles soient communautaires ou politiques. Monsieur Bouazizi, vous êtes convaincu que le problème réside dans le fait qu'il n'existe pas une volonté aujourd'hui d'aboutir à un compromis ? Je dirais, le problème n'est pas là. Ce qui me choque dans cette approche, comme si le compromis était la seule solution. Non, il ne faut pas avoir un compromis. Ça, c'est antidémocratique. Si on connaît à l'avance le résultat des élections, ce n'est pas de la démocratie. Alors, le compromis n'a pas lieu d'être, moi, en tant que force libanaise, qu'il y ait des élections, comme il y a eu les élections du président de la Chambre. Consensuelle responsable de la crise. 65 voix, à une voix près, le président de la Chambre a été élu. Mais donc, vous rendez la démocratie consensuelle responsable de cette crise ? Absolument. La démocratie ne doit pas être consensuelle. Il y a une partie qui doit être consensuelle. C'est quand l'existence et le rôle d'une composante majeure dans le pays est menacée. C'est là qu'on parle des 2 tiers au sein du gouvernement, etc. Mais est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui de vital ou fatal pour une communauté s'il y a des élections présidentielles? Non. Et par la suite, ça ne doit pas être consensuel, comme il y a eu les élections du président de la Chambre. Il n'a pas appelé à un dialogue, le président Berry. Et je me demande pourquoi. Vous allez continuer jusqu'à quand à voter pour M. Azrour? On verra ça selon les circonstances politiques, exactement. Vous êtes ouvert à un changement? On est toujours ouvert à un changement. On l'a dit quand il y avait les élections du député, notre collègue Michel Maouad. On le dit aujourd'hui clairement pour Jihad Azrour. S'il y a une possibilité pour quelqu'un d'augmenter le nombre de députés qui votent pour lui, le premier à s'y aligner, c'est Jihad Azrour, comme Michel Maouad s'est immédiatement aligné. Quelles sont les circonstances qui vont vous pousser à voter pour le commandant de l'armée, général Joseph Hans? C'est compliqué. En principe, il faut un amendement constitutionnel. Il y a évidemment un antécédent où il n'y a pas eu d'amendement constitutionnel. Et le pays qui est pris en otage par le président Berry et le Hezbollah, on va voir comment ils vont réagir. Mais vous n'avez pas un veto? Pris en otage. Certainement, vous n'avez pas un veto. On l'a dit du premier jour. Notre candidat naturel serait un civil et pas un militaire. Maintenant, si pour sortir de cette crise, il y a un consensus autour du général Aoun, on ne va pas s'y opposer. On l'a dit il y a des mois. Hein, on n'a pas changé de position. Passons à l'économie avec le budget, le fameux budget de 2024. Donc voilà, le gouvernement est sorti dire, donc voilà, on a gagné cette fois, on a pu voter un budget dans les dates constitutionnelles, soi-disant. Donc, c'est pas l'exploit. Hein. D'abord, faire un budget n'est pas un exploit.
il serait un exploit s'il y avait une vision, que ce soit pour les dépenses, pour les revenus, etc. Aujourd'hui, il y a des dépenses. En plus, en livre libanais, je ne sais pas ce que ça vaut réellement dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 Avec mois. un taux de change aussi volatile. Aussi volatile. Et le gouverneur, Le vice-gouverneur, vous voulez le dire, vice-gouverneur, Wassim Mansouri. il a dit qu'il est pour le flottement libre. Hein, si on voit pour un flottement libre, c'est tous les jours que le taux va changer et par la suite, on ne va pas savoir les dépenses et les recettes. Ça, c'est d'une part. D'une autre part, il n'y a pas de vision. De 3, où est la... Attends, comment tu l'appelles Différence débit-crédit, disons. Oui, Il faut voilà, savoir donc, le voilà, résultat de c'est cet exercice. le résultat de Mais, cet mais exercice comment qu'on n'a un pas gouvernement depuis peut des années. sortir, dire, voilà, il faut se féliciter parce que le processus d'adoption du budget de l'exercice 2024 a pu suivre le délai imposé par la Constitution libanaise, une première depuis bien longtemps. Et voter 2024 sans avoir voté le 2023, c'est catastrophique, ça. C'est catastrophique d'une part. D'une autre part, c'est pour ça qu'il y a la séparation des pouvoirs. C'est normal qu'un gouvernement s'auto-félicite tout le temps. Mais c'est le rôle du Parlement de démontrer où sont les failles. Et sans avoir lu le budget 2024, je suis persuadé qu'il y a énormément de failles. Je vais revenir sur 3 éléments. Quand j'étais au gouvernement, c'était les intérêts de la dette, c'était l'électricité et c'était les salaires. Et le budget était terminé. Hein, et 40-40, on était à 40-40, à peu près 15 à 20%. Oui, 40% les salaires. Ouais. Là, en France, les salaires du secteur public, c'est 14%. En Allemagne, 11,5%. Ah non, à 40%, alors qu'on a le pire des services publics peut-être au monde. Et il faut regarder tout ça de près, mais c'est notre loi, notre devoir en tant que parlementaire. Vous étiez ministre des Affaires sociales. Comment pouvoir restructurer un secteur public pareil? Vous savez très bien comment le secteur public travaille au Liban. Ouais. Comment sortir de cette crise? S'il y avait vraiment respect du service public et de la gestion des affaires de l'État avec une vraie conscience, c'est absolument faisable. Hein, je ne m'en félicite pas, mais j'ai pu ne pas renouveler, en fait. On se rappelle très bien des manifestations aussi. Voilà. Certaines manifestations, j'ai participé. Ouais. Des manifestations contre moi, j'ai participé. D'autres, peut-être pas. Mais je n'ai pas renouvelé les contrats du quart de mon ministère. D'accord ? C'est ce qui correspond à 600 personnes. Aujourd'hui, ils me remercient. Parce qu'ils ont pu, à l'époque, chercher du travail, trouver du travail avec de bons salaires pour certains d'entre eux, alors que s'ils étaient au ministère, aujourd'hui, leur salaire serait entre 20 et 30 $. C'est faisable. S'il y a l'intention, s'il y a la conscience, et s'il n'y a pas ce clientélisme politique, évidemment, et confessionnel. Et confessionnel, certainement. Politique et confessionnel. On charge le secteur public, mais à la fin, cette branche s'est cassée avec tous ceux qui étaient assis dessus. Absolument. Avec la grille des salaires, avec c'était absolument tout ce qui prévisible. s'est passé. Aujourd'hui, donc, le Parlement pourrait voter les 2 budgets 2023-2024 simultanément lors de la même session ordinaire d'automne qui débute en octobre. Vous allez assister à une session législative pour voter ces budgets? Non. On ne va pas voter ces budgets parce qu'il y a une seule responsable? priorité. Ce n'est pas grave. On sait assumer nos responsabilités. Il y a une seule priorité aujourd'hui, élire un président de la République. Tout le reste en découle. On ne peut pas agir business as usual, hein, les affaires continuent comme d'habitude, hein, alors qu'il y a une vacance aussi importante à la tête de l'État. Celui qui est très soucieux du fonctionnement des institutions et du budget doit aller élire un président de la République et ensuite, tout ça, ce serait sur la bonne voie pour trouver les bonnes solutions. La réunion de mardi a largement, donc certainement du Conseil des ministres, a été largement dominée par la taille du déficit public qui serait d'environ de 10% des dépenses publiques. Avant, les estimations étaient à 14%, donc voilà pour eux. Ici aussi, ils ont pu diminuer ce déficit à 10%. Bref, la Banque centrale ici, M. Mansour est sorti dire que moi, je ne vais pas financer l'État, ni en livre libanais, ni en dollars.
Donc, même ici, avec des recettes, on est ici à des recettes, on ne sait pas comment l'État va faire avec toute l'évasion fiscale qui existe au Liban, comment collecter ces recettes-là. Qui va couvrir ce déficit? Personne. Sincèrement, personne. Parce Mhm. que le seul moyen qui a été utilisé, et c'était criminel, c'est de continuer avec des dépenses pharaoniques Mhm. et de se financer par la Banque centrale, et la Banque centrale se finance par les banques, et les banques se financent par les déposants. les déposants. Mhm. Ça, c'était criminel. Ce qu'il fallait faire, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est réduire complètement les dépenses de l'État. Et une des choses que j'ai trouvé excellente dans l'approche de M. Mansouri, c'est séparer le budgétaire du monétaire. Si on va continuer à lier les deux, la catastrophe va continuer également. Alors, il y a ça. Deuxième élément, c'était la masse monétaire en livre libanaise, qui est pharaonique. Et comme d'habitude, au Liban, il y a des chiffres qui n'existent pas ailleurs. Hein. Certainement. Inflation 400%, enfin, et personne ne bouge. D'accord. La plateforme, Sayrafa, il veut l'annuler, protéger la réserve obligatoire. Hein. Tout ça, c'est des éléments auxquels il a répondu, et évidemment la politique de change dont j'ai parlé. Sur ces 5 éléments, pour la première fois, on a des réponses, qu'on soit d'accord ou pas. Moi, par exemple, pour tout ce qui est free floating, pour tout ce qui est libérer le taux de change. Vous êtes avec? Non, je suis contre. Je suis contre. Parce que ça va créer 2 problèmes majeurs. Enfin, même si d'une façon graduelle. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce que ça va créer 2 problèmes. D'abord, on ne sait pas la valeur des choses. Hein, nous sommes un pays Il faut donc étudier l'impact social. Voilà, mais nous sommes un pays qui importe 80% de sa consommation. 80% de la consommation, avec une dollarisation de 90 et 92%. Encore une fois, des chiffres inédits. Hein. Comment on va contrôler ça? Sans parler de la structuration des banques, sans parler du budget. Comment on va contrôler tout ça avec un taux de change aussi mobile? C'est très dangereux. Mais certains vice-gouverneurs... Le problème, il est où Certains des vice-gouverneurs de la Banque centrale sont sortis dire que si nous avons une restructuration du secteur bancaire, si nous avons les réformes, si nous avons un budget équilibré, donc d'ici c'est octobre, novembre, décembre, janvier, si les lois de réforme sont votées, sont appliquées, on commence à les appliquer, on peut passer à un free floating d'une façon graduelle, comme j'avais bien dit. Moi c'est le principe de free floating qui vous fait peur, qui m'interpelle et qui me fait peur. Maintenant, le problème, il est où, Maurice? C'est que personne ne met sur la table la politique monétaire. Mais c'est incroyable, vu l'état dans lequel le pays est, c'est-à-dire économique, monétaire, budgétaire, social, hein, et personne ne met ce débat sur la table. Est-ce que ça va être libéré complètement le taux de change? On verra. Est-ce que ça va être soft peg, c'est-à-dire on crée une marge et à l'intérieur de cette marge, un plafond, un plancher, et en dehors de cette marge, la Banque centrale va intervenir, mais avec quel argent? Hein, il reste 7 milliards, je crois. On est à 7, hein. Voilà, et ça n'appartient pas à la Banque centrale, ça appartient aux déposants, finalement. Ou hard peg, que ce soit currency board, que ce soit... Vous pensez que ce n'est pas le moment maintenant? Je pense qu'il faut mettre ça sur la table et qu'on en discute. C'est urgent. C'est cas par cas. Absolument. Et c'est littéralement urgent. Ça ne peut plus attendre. Hein. Ça ne peut plus attendre. Aujourd'hui, la Banque centrale a décidé donc de ne pas financer l'État. Nous avons le problème de l'électricité devant nous. On se rappelle très bien ce qui s'est passé depuis quelques jours avec Walid Fayad, le ministre de l'Énergie, qui voulait acheter une quantité de fuel pour les usines d'électricité. Donc, comment continuer? Vous êtes pour un total shutdown? Total shutdown d'électricité. Voilà. Notre position on est à zéro. A été depuis 2 ans et quelques. Elle était claire. Arrêtez les subventions. Arrêtez les subventions. Et là, bien sûr, tout le monde a dit oui, mais l'électricité, ça va être shutdown, etc. Les subventions sont venues en faveur de qui? Pardon? Les subventions sont venues en faveur de qui? L'électricité, l'électricité, c'est perdu, un fonds perdu.
tout ce qui est Donc, il faut rendre responsable marchandises, qui, etc. il faut rendre qui est responsable ici, Le au courant, niveau de l'électricité? le courant patriotique libre, c'est très simplement. Pendant 12 ans, ils détiennent ce portefeuille et ils ont le problème et cette manie terrible de dire j'ai le pouvoir, je n'assume pas la responsabilité. Tu ne peux pas avoir le pouvoir sur quelque chose sans assumer les responsabilités. Ça fait 12 ans. En plus, comment on maquillait ça dans les budgets successifs? C'est un prêt. Hein, c'est un prêt que un prêt à fond perdu. Voilà, un prêt à fond perdu. Un fond perdu. Et tout le monde sait que ça ne va pas être remboursé. Tout le monde le savait. Alors, il faut arrêter de financer l'État avec l'argent du contribuable. Sauf s'il s'agit de taxes, sauf s'il s'agit d'impôts, mais on ne va pas piocher dans ces comptes, hein, qui sont le fruit de son labeur. Si vous étiez ministre, auriez-vous voté un défaut de paiement? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sincèrement, il y a le pour et le contre, hein, pour être très honnête et pour ne pas tomber dans le populisme. Oui. Le pour et le contre. Le contre, c'est le défaut de paiement, très clairement, qui a catalogué le Liban comme un pays en default, d'accord? Mais il faut savoir que... Votre ex-collègue Alain Hakim, la semaine passée, était mon invité. Il avait dit que le défaut de paiement nous a coûté entre 20 et 40 milliards de dollars. Oui, je ne sais pas. Je ne serais pas capable de le chiffrer. Par contre, si on avait payé, 2 mois plus tard, on avait aussi une échéance et on n'avait pas l'argent, hein, très clairement. Alors c'était la décision. Ou bien on paye 5 milliards et 2 mois plus tard... Mais le défaut de paiement était une décision politique ici. Bien sûr, bien sûr. Certains de vos collègues aussi ont rendu responsable Amal et Hezbollah de ce défaut de paiement. Amal et Hezbollah considèrent clairement l'État comme une vache à lait. C'est une vache à lait. L'État ne les concerne pas, Pauvre cette ne la vache. regarde pas. Pauvre cette vache, tellement elle était usée et abusée. Tout ce qu'ils voulaient de l'État, c'était les fonctionnaires, d'accord, et les subventions. Et bien sûr, les frontières qui étaient comme une passoire pour tout ce qui est échange de marchandises illégales dans les deux sens. Hein, on estime à 17 milliards les marchandises subventionnées par l'État libanais qui sont allées en Syrie. Et maintenant, dans le sens inverse, parce que maintenant, les conteneurs arrivent en Syrie, ils traversent la frontière et ils viennent sans aucune déclaration, sans taxe, sans rien. impôt, sans déclaration. Et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Hein. Ça peut être Captagon, ça peut être des armes, ça peut être... on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et c'est vraiment particulièrement dangereux pour la souveraineté libanaise et pour l'économie libanaise, parce qu'il commence à être à double vitesse. Mais vous avez aujourd'hui un parti politique qui a un nouveau aéroport pour lui? Oui, oui, ça j'ai vu. Vous avez vu le rapport qui a été publié? Oui, je l'ai vu. C'est encore une étape, en fait. C'est ni la première ni la dernière, malheureusement. Vous dites quoi quand vous regardez ça, quand vous voyez ça, la souveraineté libanaise. Un État qui ne sait pas qu'est-ce qui se passe sur son territoire, ça c'est catastrophique. Il n'y a pas d'État sans souveraineté. Et notre État a perdu sa souveraineté. 3 choses. Les frontières, la sécurité, la politique. On n'a pas ça. Hein, on n'a pas ça. On n'a aucun des 3. Hein, et là, ça démontre à quel point notre État a failli et quelles sont les conséquences sur le peuple. Et si jamais quelqu'un bafoue la souveraineté d'un pays, il bafoue tout. Ce n'est pas par hasard que 2 ministères, on les appelle ministères régaliens, intérieur, défense nationale, partout dans le monde. Hein. Mais aujourd'hui, vous êtes dans un État où vous, comme étant politicien, vous ne faites que sortir, crier, dire non, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Au moment où un autre parti politique aujourd'hui, la contrebande, il continue avec la contrebande, avec un nouveau aéroport, avec son intervention dans des pays, dans la région, etc. Donc comment réagir? D'abord, nous sommes au pouvoir législatif. Non, on n'est pas dans l'exécutif. Alors on fait le rôle de législatif. Mais vous étiez dans l'exécutif. Dans l'opposition, nous étions. Mais on n'a jamais changé de discours, même quand nous étions dans l'exécutif, mais dans cette structure des gouvernements complètement stériles, en fait. Chaque 2-3 ministres sont d'un camp politique, etc.
Alors, de un, notre rôle de législatif et de hausser la voix, ça c'est un rôle principal de l'opposition. Par contre, le reste du pays, sincèrement, il y a des souverainistes, on n'est pas les seuls, mais le reste de la classe politique se divise en deux éléments, en deux catégories. Celle qui a des bénéfices du Hezbollah et les lâches, qui ont peur du Hezbollah. Alors, ou complices ou lâches, ça, le vrai problème est là. Parce que, comme j'ai dit, s'il n'y a pas d'espace de liberté dans le pays va étouffer et toutes les institutions vont s'écrouler. Toutes, des hôpitaux aux banques, ce qu'on voit aux médias. Et par contre, si on préserve cet espace de liberté et si les gens nous élisent et nous donnent des sièges encore plus importants, on pourrait peser davantage et nous ne sommes ni complices ni lâches. Mon dernier dossier, donc il me reste quelques minutes, c'est les réfugiés syriens. Aux quelques 2 500 000 Syriens, selon des chiffres certainement non officiels, installés au Liban depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, vient s'ajouter aujourd'hui des milliers de nouveaux réfugiés. Depuis août, les impasses illégaux au niveau de la frontière libano-syrienne connaissent une activité intensive liée à un nouveau mouvement de migration vers le Liban. Le gouvernement Miati a décidé de dépêcher à Damas une commission ministérielle présidée par Abdallah Bouhabib, qui est le ministre sortant des Affaires étrangères, pour discuter à propos, avec les autorités syriennes, à propos de ces flux-là. Comment sortir de cette crise? Il faut négocier directement avec le régime syrien? Écoutez, qui profite? Nous avons fait un papier à la commission des affaires étrangères et qui regroupait en fait quasiment toute la classe politique libanaise. Mais tout ça pour dire, il y a une pression de la communauté internationale qui ne veut pas que les déplacés rentrent. Tout ça est lié à des conditions de retour qui ne sont pas réunies. Alors, je suis allé à Washington, je suis allé à New York, je suis allé à Paris, à Beyrouth, et je posais une seule question. Quelles sont ces conditions? Si elles sont réunies, ils peuvent rentrer. Aucune réponse. Okay. Alors, il y a cela. Donc vous rendez la communauté internationale responsable ici? Elle est responsable en partie, évidemment. Deuxième chose, le régime syrien. Le régime syrien dit les villages sont détruits, ils ne peuvent pas rentrer maintenant, etc. Qu'ils sont à l'étranger pour des raisons économiques et non pas politiques ou sécuritaires. C'est lui qui le dit. Alors, ce que je n'accepte pas, c'est la première condition. Nos villages ont été dévastés pendant 15 années de guerre. Quand la guerre s'est arrêtée, les gens sont rentrés dans leur village, ils ont réparé leurs maisons, ils s'y sont installés. Alors, ce n'est pas à moi de supporter les soi-disant, parce que je n'y crois pas du tout, destruction des villages syriens. Déjà, Alep, Homs, Hama, Damas, Daraa, ça représente 80% de la population syrienne. Et il y a des gens qui vivent là-bas, comme vous et moi, sauf que la situation sécuritaire est peut-être meilleure qu'ici. On peut penser à une halbe. Maintenant, la communauté internationale dit qu'il y a un problème majeur qui est le service public, le service militaire. Ce n'est pas à moi de supporter les conséquences des Syriens qui ne veulent pas faire le service militaire. Ils rentrent chez eux. Ils sont d'un pays qui a un service militaire. Sinon, je vais appeler les Jordaniens qui ne veulent pas de service militaire, tous les Syriens qui ne veulent pas de service militaire, la Turquie, etc. Ça ne me regarde pas. Maintenant, la faille, elle est où? D'abord, il y a cette dichotomie. En même temps, la faille est au sein du gouvernement libanais. Ils ne sont pas assez fermes. Ils ne tapent pas de la main sur la table. Il faut une vision claire là-dessus. On a la nouvelle vague, en fait, des gens des clandestins, je les appelle. L'armée libanaise dit que depuis jusqu'au mois d'août, ils ont arrêté 22 000 qui représentent 10, 15, 20%, voilà. 30%. Ma question à la commission quel est le total ad hoc, quel est l'effectif total ici? J'ai dit, je ne peux pas évaluer une mission sans que je sache quelle est sa portée, quels sont ses objectifs. Et là, 22 000, s'il y a 25 000 qui sont rentrés, on arrête 22 000, c'est bien. Il faut s'il y a 100 000 qui sont rentrés, une explosion.
au niveau sécuritaire? Il faut tout craindre. C'est notre. Si vous parlez des déplacés syriens. Hein, Et même ce qui se passe aujourd'hui avec Ain al-Helwi. Absolument. Ce qui est clair, c'est la présence syrienne au Liban menace l'existence même de l'État libanais et de la nation libanaise. La responsabilité principale revient au gouvernement libanais qui doit taper de la main sur la table et commencer à les diriger vers leur pays et surtout demander l'arrêt total de toutes les aides financières qu'ils reçoivent parce que c'est ce qui va les pousser à rentrer, j'en suis persuadé. Ils sont encore au Liban pour cette raison-là. Juste ma dernière question, si vous permettez. Certains responsables sont sortis dire qu'il faut ouvrir la mer pour ces réfugiés. Sincèrement, c'est n'importe quoi. Il faut dire aux Européens, voilà, vous avez ici le président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui a dit aux Européens que voilà, j'ai mes frontières qui sont ouvertes, prenez-les. Donc la communauté internationale a réagi directement et est venue chez M. Erdogan le dire. Donc, je ne sais pas, mais de mon côté, avec l'expérience que j'ai de ce dossier, c'est un peu n'importe quoi. On ne va pas jeter les gens dans des bateaux, les envoyer, vous mourrez en mer, etc. Ce n'est pas digne d'un État. C'est inhumain. C'est inhumain d'abord, ce n'est pas digne d'un État. La chose, c'est leur place est chez eux. Leur place est chez eux. Maintenant, si on parle de resettlement, de les installer dans d'autres pays, il faut que les deux pays acceptent. Et ça peut être une solution pour certains, et à mon avis, surtout pour ceux qui ont des problèmes politiques, sécuritaires. Mais ils ne sont pas nombreux. Mais ça, les installer dans un pays tiers, ça peut être une bonne solution. La solution, ils rentrent chez eux, on tape du poing sur la table, on dit à toutes les instances internationales, il est interdit que vous payiez 1 centime aux Syriens au Liban, et je suis persuadé que ce sera le début de leur retour. Sinon, pêcher un poisson par poisson dans une mare, on ne va pas s'en sortir. Il faut sécher la mare. Il faut espérer, avec la communauté internationale aujourd'hui, de pouvoir bien sûr. avoir de telles solutions. Bien sûr. Certainement. S'il y a le courage politique, bien sûr. Si on aurait le courage politique, peut-être on pourrait s'en sortir de cette impasse politique. Je vous remercie, Pierre Bouassi, vous êtes épier des forces libanaises. Merci, Maurice Matta. Et voilà, mes chers téléspectateurs, on arrive à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.